Bonjour. Toujours dans le cadre de renforcement des capacités des élèves de la première année sciences, dans cette capsule, je vais exposer la représentation graphique et la différence entre l'utilisation d'une échelle logarithmique et d'une échelle linéaire. Alors tous on sait bien que on utilise l'échelle linéaire dans notre vie à travers par exemple le mètre à ruban, le mètre métallique, ou bien là tout simplement en classe on utilise la règle. Et dans cette échelle linéaire, on voit bien que les gradations il évolue à chaque fois en ajoutant un facteur ou bien une constante. Dans cette représentation graphique, nous avons une échelle linéaire sur l'axe des ordonnées et également une échelle linéaire sur l'axe des abscisses. Sur l'axe des ordonnées, on constate en fait que partir de 0 vers 2500, on ajoute 2500. Puis ici, on ajoute 2500 et ainsi de suite. Et la même chose ici, on ajoute entre une gradation et une autre, on ajoute 7 jours. Mais pour représenter des choses qui font intervenir des variables très variées ou bien une grande différence entre la plus petite valeur et la plus grande valeur, l'échelle linéaire n'est plus une bonne option pour ça. Je vais vous donner un exemple. Imaginons une population de souris qui se multiplie par 20 chaque année. Donc la première année, par exemple, on a 2 souris. La deuxième année, donc 2 fois 20, 40. Troisième année, 40 fois 20, ça fait 800. Et après 10 ans, le nombre de souris, ça va devenir presque 1024 milliards de souris. Si j'essaie de faire ça sur une échelle linéaire, donc une représentation graphique avec une échelle linéaire, je vais opter pour l'axe des ordonnées. Pour chaque gradation, 200 milliards, 400 milliards, 600, 800 milliards, 1000 milliards, 1200 milliards. Et on voit bien que pour les années 1, 2, 3, on n'arrive pas à représenter les variations du nombre de souris. Seul pour la 9e année et la 10e, on arrive à faire ça. Et en fait, c'est pour cela qu'on a opté pour une autre échelle qui est l'échelle logarithmique. Alors, cette règle, ça permet de comparer les deux. Vous avez l'échelle linéaire. À chaque fois, j'ajoute une constante. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 1 égale 3. Et ainsi de suite. Chaque fois, je fais plus une constante. Mais en bas, nous avons une échelle logarithmique. Dans ce cas, à chaque fois, on multiplie par un facteur. Par exemple, ici, on multiplie par 10. 1 fois 10, ça donne 10. 10 fois 10, ça donne 100. 100 fois 10, ça donne 1000, et ainsi de suite. À chaque fois, on multiplie par un facteur. Alors, si on reprend notre exemple de l'augmentation de la population de souris pendant 10 ans, dans ce cas, je peux faire ça. Donc ici, j'ai une échelle pour les années, mais ici, j'ai l'échelle logarithmique 1, 100, 10 000 et ainsi de suite. Et j'arrive à voir, bien sûr, l'évolution du nombre de souris au cours du temps. Donc une petite comparaison entre les deux graphes, on voit bien que sur le graphe qui a opté pour l'échelle logarithmique, on arrive à voir le nombre de souris pour toutes les années. Par contre ici, où on a opté pour une échelle linéaire, on n'arrive pas à voir toutes les variations des autres années. Donc dans notre représentation graphique, on peut soit avoir sur les deux axes une échelle logarithmique. Dans ce cas, ce sera un graphe logarithmique. Soit on peut avoir ce qu'on appelle un graphe semi-logarithmique, c'est-à-dire que sur une échelle, sur l'axe des ordonnées, par exemple, je peux avoir l'échelle linéaire, et sur l'axe des abscisses, je peux avoir une échelle logarithmique. Donc ça s'appelle un graphe semi-logarithmique. Alors, quelles sont les utilisations de cette échelle logarithmique dans la vie? Je peux citer par exemple l'échelle de Richter, ou l'échelle de Richter qui mesure la force des tremblements de terre. C'est une échelle qui s'étale sur 9 degrés, ou bien magnitude, et lorsqu'on passe d'une magnitude vers l'autre, en fait, la force du tremblement
de terre est multiplié par 10. Par exemple, si vous avez une force pour 3 magnitudes sur l'échelle de Richter, lorsque le tremblement de terre est d'une magnitude 4, donc sa force est 10 fois plus grande que celle pour une magnitude de 3. Également dans le clavier musical, en fait, le passage d'une note musicale à une autre, les notes musicales, en fait, se fait selon une loi ou bien une fonction logarithmique. En fait, chaque note musicale, il produit un son avec une fréquence hertzienne, et pour passer d'une note vers la note suivante, on applique cette formule, donc cette fonction logarithmique. F de n est égal à f de 0 fois 2 puissance n sur 12, tel que n est la position de la touche par rapport à la première touche. Dans notre étude géologique dans le cours, on a utilisé ça pour l'étude granulométrique du sable, mais on peut l'utiliser également pour les autres sédiments. Si vous avez un graphe qui représente en fait la courbe cumulative de la distribution granulométrique de différents sédiments, on voit bien que ici nous avons une échelle semi-logarithmique. Ici nous avons une échelle linéaire qui représente le cumulat, donc de 0 jusqu'à 100, mais sur l'axe des abscisses, on a représenté donc la taille des grains depuis 200 mm, et à chaque fois on multiplie par un facteur qui est 1,5. 200 fois 1,5, 100 fois 1,5, 50 fois 1,5, ainsi de suite. Et donc ça permet de voir bien sûr cette courbe là qu'on a vu également dans le cours. Et donc on voit bien ici que pour la courbe A, ça représente bien sûr une courbe cumulative de gravier fluviatile. Ici vous avez une photo de gravier avec des dimensions allant jusqu'à 20 cm. Ici donc pour la courbe C et également D, donc la courbe C, ça représente le sable, donc c'est un sédiment sableux, et pour la courbe E, ça représente bien sûr un sédiment très très fin, c'est le loess. Et donc on voit bien l'application de l'échelle logarithmique dans les études géologiques bien sûr, et la courbe cumulative en est un exemple. Et sur ceci, je vous laisse jusqu'à une prochaine capsule. Au revoir.